BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho spéciale fête. On retrouve, ils étaient déjà là dans la première partie de l'émission, Christian Chavagneux, Julien Damon, Jean-Marc Daniel, et nous avons le plaisir d'être rejoints par Benaouda Abdelhaim qui nous proposera son tour du monde de fin d'année. Allez, on démarre avec les deux débats qui risquent d'enflammer vos conversations de fête, et donc on a décidé de vous fournir quelques arguments pour y participer. Le premier débat, c'est autour du ras-le-bol du diktat écolo, qu'on sent plus ou moins monter ou pas d'ailleurs. Et là, on commence avec votre choix, Julien Damon, le livre d'Hervé Marchal, Jean-Marc Stébé, Le Pavillon, une passion française. Ça, c'est bon pour commencer à discuter. Ah, ça c'est bon, ça, Coco. Ouais. Oui. On se rappelle de Madame Emmanuelle Vargon lorsqu'elle était ministre de l'écologie. Elle avait eu cette phrase politiquement malheureuse, écologiquement, à mon avis, et à l'avis de pas mal d'autres personnes, sensée, consistant à dire que le modèle du pavillon individuel posait des problèmes et n'était pas soutenable à long terme. Alors, si on doit se fâcher sur ce dossier, on va peut-être y arriver, je pense qu'il faut d'abord lire ce que nous racontent Hervé Marchal et Jean-Marc Stébé, deux pavillonnologues, sont des spécialistes du pavillon, qui nous rappellent, parce que nous sommes des gens sensés ici, nous le savons, combien les Français aiment le pavillon. Oui. Vous avez la maison rêvée des Français, c'est quand même une maison individuelle. C'est une maison individuelle, c'est même beaucoup plus précis. C'est une maison avec un jardin qui permet de faire le tour de la maison et qui permettent sociologiquement, il y a des travaux très sérieux là-dessus, de faire des barbecues, ce qui permet d'avoir une sociabilité particulière. Ceci dit, au-delà de ce clin d'œil sur le barbecue et sur cette sociabilité particulière, le sujet politique essentiel, c'est comment faire pour limiter cet étalement urbain quand aujourd'hui 60% des Français vivent en pavillon et quand en réalité 80% des Français n'aspirent qu'à vivre en pavillon. Alors ce que nous décrivent ces deux auteurs, c'est qu'il y a du pavillon enchanté, formidable, les gens sont contents, etc. Puis il y a des phénomènes de cycle de vie en la matière. On est content quand on a des enfants, puis quand ils s'en vont, on est un peu ennuyé. Et il y a des pavillons désenchantés, parce que ça coûte très cher en matière, par exemple, de frais automobiles. Et puis, on peut aussi imaginer des densités heureuses, c'est-à-dire des vies en ville, qui permettent à tout à chacun d'être heureux en ville. Donc, un petit livre qui permet d'avoir les arguments, les éléments, pour pouvoir après, se bagarrer sur cette question essentielle de l'écologie au regard de notre habitat. Christian Chavagneux, vous avez choisi, vous, un mauvais usage du monde. Alors Stéphane Foucard, notre collègue du Monde qui suit tout un peu ce qui se passe autour des produits chimiques qui nous empoisonnent et qui empoisonnent nos vies malheureusement au sens premier du terme, c'est chez Seuil. Peut-être pas pendant les fêtes, mais si vous retrouvez comme moi un mariage avec un agriculteur qui épand du glyphosate à longueur de journée et que vous avez besoin d'arguments, vous allez peut-être en trouver un petit peu Très ici. Bien. Parce que ce que montre l'auteur, il nous rappelle bien évidemment que chez Monsanto, on sait déjà depuis très longtemps que ça pose quelques problèmes au niveau de la santé, mais surtout il nous décrit un système glyphosate qui va bien au-delà de l'utilisation uniquement du glyphosate en agriculture, qui n'est pas utilisé, contrairement à ce qu'on pense, pour augmenter les rendements en fait, mais c'est parce que ça économise de la main-d'œuvre et ça permet des traitements sur des grandes parcelles, ce qui là permet des économies d'échelle et entre parenthèses, signale l'auteur aussi une financiarisation des terres agricoles. Si on supprimait le glyphosate demain matin, nous dit Stéphane Foucard, il y aurait plein d'autres cochonneries qui viendraient remplacer. Donc attention, c'est un système global d'agroécologie qu'il faut remplacer et ça prendra vraiment beaucoup de temps. Eh ben dans les champs, on y va avec vous. Jean-Marc Daniel, votre choix, la modernité est dans le pré. Oui. Sarah Farmer, donc Sarah chez Farmer, Flammarion. Chez Flammarion, indépendamment de son nom, elle est anglaise et elle s'appelle Sarah Farmer. Donc pour parler de la campagne, ça paraît tout à fait indiqué. Mais donc justement, elle raconte comment l'exode rural en France, qui a commencé vraiment à partir des années 1945-1950, a modifié complètement le rapport des Français à la nature et complètement le type de gens qui vivent à la campagne. Elle dit, dans les années 50, vivaient à la campagne essentiellement des agriculteurs. Maintenant, il y a trois types de gens qui vivent à la campagne. Il y a les agriculteurs qui continuent à être là. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les rurbains, maintenant, des gens qui habitent à la campagne et qui font dans des pavillons, justement, et qui font les allers-retours quasiment quotidiennement pour aller travailler dans les grandes métropoles. Et puis, il y a tous les gens qui veulent redécouvrir la nature, donc les hippies des années 60, les écologistes d'aujourd'hui. Et ce qu'elle dit bien, c'est que ce sont ceux qui sont en fait les plus
plus inadaptés à la nature. C'est-à-dire ceux qui vont vers la nature, qui vont retrouver la nature et qui la découvrent avec consternation. Alors, il y a un certain humour. Ça s'arrête dans le milieu des années 80-90. Donc, ça ne concerne pas le début de ce siècle, mais c'est très instructif et encore une fois écrit avec une certaine forme d'humour. Donc, c'est assez agréable à lire. Merci, messieurs. Voilà des arguments pour ce premier débat autour de l'écologie. Le deuxième débat, on ne pouvait pas passer à côté, c'est forcément le débat sur l'intelligence artificielle. Voilà, est-ce qu'elle nous emmène vers un monde merveilleux ou bien est-ce qu'elle nous emmène vers un monde infernal? Julien Damon, vous avez choisi un livre qui nous présente plutôt quelle vision? Ah oui, la vision désastreuse, apocalyptique. Alors, ça n'est pas précisément sur l'IA. Si j'avais dû me cantonner à l'IA, j'aurais pris un bouquin qui n'est pas sorti cette année, qui est plus ancien, qui est celui de Luc Julia, qui nous dit bien l'intelligence artificielle n'existe pas. Là, c'est Servan-Mouton, Humanité et numérique, les liaisons dangereuses. Exactement. Alors, c'est une neurologue, Servan-Mouton, qui a réuni 25 experts, essentiellement des médecins, et qui nous montre toutes les difficultés liées au numérique, les difficultés d'une humanité qui est piégée par obstruction de l'attention, par distraction généralisée, hébétude, addiction aux écrans, etc., etc. Un numérique qui soutient la pornographie, la violence, qui alimente, si on peut se permettre l'expression, la sédentarité et l'obésité, et puis qui déshumanise les métiers comme ceux de soignants ou d'enseignants. Et elle plaide pour plus d'hygiène numérique. Elle n'a pas la recette magique. Elle dit juste quelque chose de très important, c'est qu'il faut que les parents soient exemplaires en la matière. Et je trouve que c'est le plus difficile en tant que parent. Ceci dit, cet ouvrage, bardé de notes scientifiques, n'est pas un ouvrage d'économiste, c'est un ouvrage de synthèse sur les savoirs de la neurologie, on va le dire ainsi, et ça répond bien à la question, au moins, est-ce que ça nous emmène en enfer ou en paradis, le numérique? Et la réponse, c'est que ça ne nous y emmène pas. Nous y sommes en enfer. Bon, et puis c'est bien sur ces sujets de mobiliser toutes les disciplines. Jean-Marc Daniel, vous allez nous parler du livre qui pour moi est peut-être le plus intéressant de tous ceux qui sont sortis ces derniers mois sur l'intelligence artificielle, La Déferlante, par Mustapha Suleyman chez Fayard. Oui, absolument. Alors, Mustapha Suleyman essaie d'avoir une vision équilibrée dans un discours ambiant général qui est essentiellement catastrophiste. Il dit que c'est une innovation. Alors, c'est un praticien. À l'origine, il a créé plusieurs boîtes autour de l'intelligence artificielle. Il est notamment à l'origine d'une série de programmes qui ont battu aux échecs et aux jeux de Go des champions humains reconnus. Et il explique que, en fait, comme toutes les innovations technologiques, ça va avoir comme conséquence, à la fin, une amélioration considérable de la productivité, de notre niveau de vie, une amélioration de notre bien-être. Mais il dit qu'il faut se méfier parce que d'abord, effectivement, là aussi, il y aura des emplois qui vont disparaître, donc il va y avoir des gens qui vont résister. Il faudra répondre à l'angoisse des ludites, comme on disait au 19e siècle, des gens qui vont perdre leur emploi. Il dit bien que ce qu'il y a d'important, c'est que ces ludites sont des gens qui se croyaient jusqu'à présent protégés, c'est-à-dire des gens qui avaient des métiers intellectuels, des gens à qui on a dit faites de la formation, ayez des diplômes, et comme ça, vous allez être tout à fait en cohérence avec l'évolution du monde. Or, on est en train de leur dire, non, mais pas du tout, on n'a plus besoin de vous. Il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que vous. On a plus besoin maintenant de bras que de tête. L'intelligence elle-même est en train d'être prise par la machine. Et puis, la deuxième réflexion qu'il fait, c'est que pour lutter contre les dangers que souligne le livre dont a parlé Julien, c'est-à-dire l'utilisation à des fins criminelles, il faudra une régulation, mais il ne faut pas que la régulation aille trop loin et empêche le progrès de s'exprimer. Donc, le livre est plutôt optimiste dans une vague générale qui est pessimiste, mais il explique quand même qu'il faudra on maîtrise la chose, qu'il faudra raison garder en la matière. Il ne faut pas se laisser aller à dire c'est merveilleux, c'est magique, tout va être pour le mieux dans le meilleur des mondes. Donc c'est un livre, et puis alors effectivement on sent bien que le personnage qui a écrit le livre connaît bien le sujet, il est dans l'intérieur, il a vu comment ça fonctionnait, il sait comment on utilise l'intelligence artificielle. C'est un des livres effectivement le plus important du moment. Écoutez, moi je vous en cite un troisième, pareil, qui cherche plutôt à dépassionner ce débat et à démonter un peu les idées reçues. C'est Le Voyage au bout de l'IA d'Axel Sipel aux éditions de Bouec. C'est une sorte de livre synthèse qui nous dit attendez, il faut garder quand même un peu la raison. En réalité, c'est ni une rupture, ni un saut conceptuel, c'est la suite finalement de la numérisation de nos vies. Et voilà. Et donc on démonte un certain nombre d'idées reçues sur l'intelligence artificielle. C'est un livre qui explique aussi de façon
assez pédagogique, finalement, tous les grands concepts qui sont mobilisés dans cette avancée de l'intelligence artificielle. Voilà, un livre plutôt pédago, plus qu'un livre polémique. Et le moment est venu de commencer notre tour du monde de fin d'année avec vous, Benahouda Abdelnaïm, notre globetrotter. Allez, on commence par un sujet contre le monde, l'antimondialisme et la politique de masse dans l'entre-deux-guerres. Oui, la thèse ici, c'est qu'au sortir de la Première Guerre mondiale, le freinage du mouvement de mondialisation économique et par là même l'idée même du mondialisme a aggravé en fait la fragilité des démocraties européennes. Tara Zahra, qui est historienne de l'Europe de l'Est à l'Université de Chicago, décrit comment le concept de libre-échange assis sur la garantie de l'étalon or a été battu en brèche jusqu'à sa destruction. Et pas seulement dans sa dimension commerciale, monétaire, mais aussi pour tout ce qu'il a comporté d'idéal international. Le lien s'opère alors entre les barrières douanières qui n'ont cessé de s'élever dans l'hémisphère nord, les restrictions grandissantes au mouvement et à l'installation des personnes ailleurs que dans leur nation d'origine. Et pour la professeure Zahra, le nationalisme commercial, le nationalisme monétaire, le nationalisme migratoire de ces années-là a conduit à la propagation du fascisme et non l'inverse. Et il y a quand même à la fin une volonté d'établir une analogie avec l'époque contemporaine qui peut sembler malgré tout entachée d'anachronisme. Vous nous emmenez en Inde maintenant, Benahouda, pour une brève histoire de l'économie indienne. Oui, c'est un récit du développement indien depuis l'indépendance, mais sans que ce soit une accumulation de chroniques et d'époque. Poualpré Balakrishnan travaillait en particulier sur la relation entre productivité et croissance dans son pays. Et il est professeur d'économie à l'université privée d'Ashoka. Et son livre vise à mesurer puis évaluer les réalisations et les échecs de cette Inde contemporaine avec chaque paramètre, agriculture, pauvreté, enseignement. Et en cela, on a une perspective vraiment complète. Parmi les éléments les plus saillants, il y a cette énorme hausse du revenu par habitant durant l'ère Nehru par rapport aux 50 dernières années du Raj. La Raj, la colonisation britannique. Mais à côté de cela, vous avez une dépense par Indien dans l'éducation qui est toujours aussi extrêmement, durant ces années-là, extrêmement faible. Ce qui fait que le taux d'alphabétisation de l'Inde au milieu des années 2000, c'est-à-dire hier, était encore celui de la Chine du début des années 1970. C'est dire le désastre extraordinaire. Alors, autre chapitre très instructif de ce livre indien, celui de l'essor manufacturier qui aurait dû attendre les réformes de l'offre de 1991 du gouvernement de droite de Narasimha Rao. Et c'est un ouvrage vraiment à saisir dans sa globalité pour ce qui va être très bientôt la troisième économie mondiale. Alors, un titre qui va aiguiser notre curiosité, Benahouda. Pourquoi les gens ne fuient pas ? Oui, alors c'est en cette période où vraiment partout, ou presque dans le bloc occidental, et pas seulement en France, la question migratoire est omniprésente. On a un travail original d'une chercheuse allemande du SWP de Berlin. Nadine Bieler entend démontrer que beaucoup moins de personnes qu'on ne le pense souvent fuient leur pays en proie à un conflit violent. Et à cet égard, elle distingue trois groupes. Le premier, ceux qui restent volontairement. Le deuxième, ceux qui restent involontairement, et puis le troisième qui endure son immobilité. Et vu d'Allemagne, c'est en affinant la connaissance de chacun de ces groupes, de ces trois groupes, chacune de ces stratégies de survie dans un environnement de conflit violent, que les acteurs extérieurs, c'est-à-dire les agences de coopération de développement, les organisations d'aide humanitaire, doivent s'atteler pour saisir pourquoi les gens fuient ou ne fuient pas. De part et d'autre, la prise de décision, elle nous explique ça, s'effectue au fond selon une règle toute simple, le modèle coût-avantage, avec de nombreuses illustrations à l'appui. Alors, autre titre sur lequel j'ai envie d'en savoir plus, Benahouda, tout seul. Solito en espagnol. Alors ça commence à La Herradura, qui est une petite ville du Salvador, 16 mars 1999. L'auteur, alors enfant, entame son récit parce que lui disaient jadis ses parents. Un jour, tu partiras aussi en voyage comme celui de Simba, le roi lion, avant de revenir à la maison. Et c'est à 9 ans que Javier Zamora raconte son voyage, son périple, son odyssée vers les États-Unis, en traversant 3 pays. Il est parti tout seul, solito en espagnol, rejoindre ses parents qui étaient installés clandestinement en Californie. Le premier de ces coyotes, les coyotes sont les guides à l'immigration illégale, lui explique être une perle d'un long collier de perles. Un grand-père le prévient, surtout ne dis jamais USA. Si sur ton chemin quelqu'un demande où tu vas, ne donne que ta prochaine étape.
C'est une extrême précarité permanente à hauteur d'enfant qui est décrite avec une minutie vraiment abrupte, rarement exposée. Une partie de prix de cet écrivain, Javier Zamora, qui est aujourd'hui universitaire, et de ne pas faire parler à leur place les autres protagonistes de son péril. Et ils se présentent comme un parmi des millions dans ce voyage du sud vers le nord. Passionnant. On passe aux aventures d'un innovateur, Benahouda, ensuite. Oui, c'est un autre récit autobiographique qui se déroule en Italie, celui d'un entrepreneur italien à succès, issu d'une famille de la petite bourgeoisie d'Émilie-Romagne, parti d'à peu près rien. Federico Marchetti est le fondateur en 2000 de ce qui fut la première licorne de son pays, de l'Italie, Yoox, comme Google ou Yahoo. Une start-up valorisée plus d'1 milliard de dollars à l'époque. Et c'est une plateforme de vente en ligne de prêt-à-porter basée à Milan, qui est aujourd'hui contrôlée par un spécialiste du luxe suisse, Richemont, que tout le monde connaît. En 2000, il nous explique bien comment Internet, c'était monde inconnu, comment il a convaincu les maisons de couture de son pays, les plus prestigieuses, de s'occuper de leur site d'e-commerce en les prenant par la main. Demain, Federico Marchetti écrit que les vêtements seront conçus par un algorithme, fabriqués par des robots, livrés par des drones, mais que la recherche du petit chef-d'œuvre réalisé par un artisan perdurera. Pour lui, l'innovateur aussi doit être une âme libre, anticonformiste, qui aime à faire le contraire de ce qui est attendu. Et on le constate dans le livre dès l'enfance de l'auteur, encore une fois. Il a quitté Yoox en 2021, au nom aussi de son indépendance d'esprit qui doit être à ses yeux celle d'un véritable entrepreneur, ne jamais être salarié. Fracturation, 20 ans de relations internationales, c'est un numéro de questions internationales. Bon, alors une fois n'est La pas coutume. documentation française. Voilà, exactement. Une fois n'est pas coutume, on parlera dans notre rubrique d'un ouvrage en français. Oui, mais qui concerne le Voilà, monde. les relations Voilà. internationales, vous me le pardonnerez donc. C'est Noël, on a l'esprit large, Benahouda. C'est fort aimable de votre part, joyeux Noël. Et donc, c'est un spécial anniversaire 20 ans, passionnant pour les étudiants et pour tous ceux qui se passionnent, somme toute, pour les relations internationales. Et à lire, par exemple, Gilles Andréani, qui est un ancien directeur du Centre d'analyse et de prévision du Quai d'Orsay, qui explique combien le système international n'a jamais été une démocratie. L'inégalité de la puissance règne et a toujours régné. Et combien, pour revenir à notre point de départ, la mondialisation est vulnérable à une nouvelle vague, une nouvelle déferlante protectionniste. On peut aussi lire avec grand intérêt le nouvel écosystème des multinationales par Karim Medjad, qui est professeur au CNAM, que personnellement je ne connaissais pas, peut-être connu autour de cette table. Il analyse une évolution qui n'aurait plus totalement favorable, nous dit-il, parce que là aussi, on change d'époque du nord vers le sud, de l'est vers l'ouest. Car les équilibres en gestation sont annonciateurs de nouveaux contre-pouvoirs, notamment venus du Sud. Voilà, la question internationale nous donne un numéro de 20 ans très intéressant. Magnifique, Benahouda. Merci pour toutes ces belles histoires. Vous avez bien choisi pour les fêtes. Allez, bon, forcément, menu de fête, donc allez. C'est toujours pratique, en plus, les livres autour de la gastronomie, etc. Ça fait toujours plaisir. Au moins, on risque pas de se fâcher. Je vous en cite deux, parce que c'est les deux qui m'ont plu, qui ont retenu mon attention. Le premier, ça s'appelle « Les 101 mots du chocolat à l'usage de tous », sous la direction de Anne et Caroline Debache. C'est aux éditions Archibook. Alors, c'est un livre dans lequel il n'y a pas de recettes, dans lequel il n'y a pas d'illustration, il n'y a pas de photographie, mais il y a des textes qui sont écrits par un panel de personnalités diverses, des très connus, des moins connus. Et alors, à chaque fois, ce sont des petites pépites qui ne vous donnent qu'une envie, c'est de croquer. Voilà, évidemment. Voilà, merci messieurs, merci, Il y en a merci qui de votre explosent attention. quand même, hein. Merci de votre attention. Vous savez quoi, je l'ai pas fait exprès. Je vous jure, non, c'est vrai, je l'ai pas fait exprès. Non, pas du tout. J'avais une autre expression que j'avais bien préparée, qui était de vous dire, c'est comme un petit ballotin, vous voyez, qui vous donne envie de prendre un morceau oui, c'est par-ci pas mal par-là. aussi, ouais. Donc des textes à picorer, des textes à goûter qui sont particulièrement savoureux. Et puis un autre livre assez classique dans sa facture, ça s'appelle L'Odyssée du vin, Tour du monde des vins et vignobles remarquables chez Duno. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'il y a des très bons livres sur le vin. C'était juste pour poser un éclairage. C'est écrit par Jérémy Kuckerman. Il est Master of Wine. Et je voulais juste
attirer l'attention sur ce diplôme du Master of Wine. C'est ce qu'il y a de plus prestigieux au monde. C'est le Polytechnique du vin. Il y en a 350 dans le monde seulement. C'est 3 ans où il faut courir les vignobles du monde entier. Donc, quand c'est écrit par un Master of Wine, vous pouvez lui faire confiance. C'était, voilà, pour rendre hommage finalement. 2 beaux livres d'économie, en fait. 2, Ah, là, c'est oui. pas grave, c'est Noël. Il faut Mais toujours une c'est petite de pause. l'agriculture, Il faut oui. toujours une petite pause gourmande. Voilà, et on termine, puisque c'est bientôt la fin de cette émission, par les livres qu'on a envie de découvrir à la rentier, sur lesquels on est impatient. Alors, le plus rigoureux dans cet exercice, c'est toujours Christian Chavagneux, qui lui a sa moisson. Jean-Marc, Ah non, moi, Jean-Marc, moi je suis très franchement, très patient. là, ouais, vous m'avez J'adore. pas... Ouais, Il lit que du Ricardo. Il n'y a rien d'annoncé. Voilà. Voilà. Et voilà. ouais. Tout ce qui est Voilà. passé en 1830 me panique, donc là, ça va. Allez, Christian Chavagneux, on commence avec dans la moisson de livres que vous attendez. Il y a l'autre moitié du monde, et c'est sur le sens et la valeur du travail. Par Paul Magnette à la découverte, donc c'est un professeur de théorie politique, mais c'est aussi le leader du Parti socialiste belge. Et il dit la droite et les libéraux ont récupéré la valeur travail. Il faut que la gauche se réapproprie la valeur travail. Et donc il va proposer une méthode pour que la gauche se réapproprie la valeur travail. Je suis Le pas grand sûr que mythe. Je suis très impatient. C'est les 45 heures. C'est pas grave, Jean-Marc, parce que je vais vous obliger à débattre avec moi sur ce sujet. Très Il bien. faudra y passer. Voilà, le grand Aïe, mythe. aïe, aïe, aïe. Comment on a appris à détester l'État et à vénérer le libre marché. Oui, Naomi Oreskes et Eric Conway, au lien qui libère, ce sont 2 auteurs qui ont créé un livre qui a fait un carton aux États-Unis et aussi en Europe sur les marchands de doute. Comment les scientifiques, les cigarettiers, les gens qui font du glyphosate font de la fausse information scientifique pour faire croire que. Et là, c'est très américain. Ils vont nous expliquer comment et pourquoi le libre marché, il faut se passer de l'État. Comment est-ce que cette idéologie a pu progresser aux États-Unis et dans le monde. Vous allez l'imposer à Jean-Marc Je pense. celui-là Et en aussi plus, il est très épais en plus. Oui, je l'ai vu arriver. Mais je ne l'attendais pas avec impatience, mais je l'ai vu arriver. Oui, mais si vous contre-attaquez pas, Jean-Marc, voilà, vous allez subir. Vous allez Non, mais je vais subir. contre-attaquer quand il va être sur la table. Allez, Capital et race, histoire d'une hydre moderne. Ouais, Sylvie Laurent, donc aux éditions du Seuil, c'est l'histoire, on la connaît déjà, mais elle est bien résumée là, je pense. Je n'ai pas encore lu le livre sur le fait que le capitalisme n'aurait pas pu se développer sans le racisme. Et donc, aussi bien aux États-Unis qu'ailleurs, parce que ce n'est pas uniquement centré sur les États-Unis. J'attends avec impatience cette démonstration. Et puis 2 livres Oui. qui nous permettent d'avoir une pensée émue pour Daniel Cohen qui nous a quittés cette année. Oui, tout à fait. Une brève histoire de l'économie. Donc, chez Albin Michel, c'est le dernier livre sur lequel il était en train de travailler avant de décéder. Donc, on va voir jusqu'où il était dans ce grand récit de l'histoire économique. Et puis, Daniel Cohen, l'économiste qui voulait changer le monde. Là, c'est un ouvrage collectif, toujours chez Albin Michel, d'hommage à tous les gens qui ont bien connu Daniel Cohen et qui rendent hommage à juste titre à son travail. Là, je crois que je m'associerai à l'hommage. Autant sur les livres précédents, je pense que ça va m'agacer. Autant là, je pense que je serai associé intellectuellement à l'hommage. Et puis, puisqu'on rendait hommage à Daniel Cohen, une pensée aussi pour Philippe Martin, l'ancien président du Conseil d'analyse économique, dont on appréciait la rigueur et la mesure dans le débat, qui nous a quittés lui aussi peu avant les fêtes. Julien Damon, quel livre attendez-vous avec impatience pour la rentrée ? Eh bien, celui de Gilbert Sette, titré « Travailleurs mais pauvres, le débat difficile des inégalités et de la lutte contre la pauvreté laborieuse ». 2 raisons pour lesquelles je l'attends avec impatience. D'abord, c'est parce qu'on avait commencé à l'écrire ensemble avec Gilbert. Et de mon fait, on n'a pas pu terminer l'aventure à 2. Et la deuxième raison, qui est plus importante, c'est que c'est quand même un sujet extrêmement important que de savoir d'abord de quoi on parle lorsqu'on parle de pauvreté laborieuse. Ça n'est pas simple du tout. Lisez l'ouvrage. Et deuxième chose, bien entendu, et ça sera certainement l'occasion de débat ici, quelles sont les voies et moyens pour réduire ce phénomène. Merci. Écoutez, moi j'en ai retenu 3. Le premier, c'est aux éditions de l'Aube, François Rochon, La République des HLM, un livre qui décrypte parfaitement le phénomène du mal logement en France, cette crise du logement, cette paralysie aujourd'hui du secteur du logement, et qui essaye de comprendre pourquoi finalement, face à ce problème systémique et finalement dont la résolution résoudrait beaucoup de problèmes en cascade, et bien pourquoi on n'arrive pas à avoir une véritable politique du logement aujourd'hui. Il y a
a aussi Vide à la demande, critique des séries par Bertrand Cochard. C'est aux éditions L'Échappée, critique en règle donc de cette culture de la série qu'il considère, lui, finalement, comme étant un passe-temps qui a des effets délétères sur nos existences, trop pleines, ou plutôt, comme il dit, vide à craquer. Et puis, j'ai bien aimé aussi, enfin, le pitch en tout cas, m'intéresse beaucoup. La Société de l'expérience de Stephen Miles aux éditions L'Échappée, là encore. Airbnb, jeux vidéo, escape game, grand événement sportif, le capitalisme n'exige plus seulement que nous consommions des choses, mais que nous achetions des expériences. Voilà la thèse qui est développée dans ce livre et qu'on attendra avec impatience aussi. Voilà, c'est bientôt la fin de cette émission. Alors, comme chaque fois qu'on va se séparer un petit peu pour quelque temps avant les fêtes, si jamais on vous manque et si jamais tous les participants à cette librairie de Noël vous manquent, je vous rappelle quand même leurs ouvrages pour les retrouver. Christian Chavagneux, on rappelle toujours vos plus belles histoires de l'escroquerie. En poche maintenant aussi. En poche, tout à fait. Ouais. Du collier de la reine à l'affaire Madoff. Voilà. Le bouquin aussi de On n'arrête pas l'écho, l'émission à laquelle vous contribuez sur France Inter. Ça a été publié au Seuil également. Jean-Marc Daniel, alors c'est dur à suivre parce que Jean-Marc Daniel, il en publie régulièrement. Lequel vous voulez qu'on retienne redécouvrir les physiocrates. Oui, parce que c'est à la fois l'écologie et le XVIIIe siècle, et c'est les deux sujets sur lesquels on devrait s'investir intellectuellement. Et Julien Damon, on reste sur les toilettes publiques. Absolument, c'est selon Julien Damon un chef-d'œuvre. Oui, pas que selon Julien Damon, un des livres les plus étonnants de cette année et les plus... Oui, c'est à la fois étonnant et très sérieux. Oui, c'est très sérieux, de la présence de Julien Absolument. ici, c'est un livre qu'on aurait pu mettre dans les livres à recommander parmi les succès et les livres c'est de l'année. fait, on le met aussi dans la hotte Sous le sapin. du Père Noël sous le sapin. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho de fête. On vous souhaite donc de très belles fêtes de fin d'année et on a hâte de vous retrouver à la rentrée.